Elle saisit fermement sa chemise. C'est vrai. La fille est devenue reine pour obtenir ce qu'elle voulait. Sa chemise ondulait sur sa large poitrine. La reine se pencha vers lui et vit son air effrayé. Elle aimait ça et le fait que tout le monde avait peur d'elle. Une voix frénétique résonna dans tout le palais. Le garçon a imploré la pitié de Calliope. Elle a coupé la tête de son frère aîné. Il ne pouvait pas croire qu'une personne puisse faire une telle chose. La cruelle jeune fille ordonna que sa tête soit pendue devant le palais pour le plaisir de tous. Le garçon a crié que Shunazel prévoyait d'organiser un bal en son honneur. Et elle s'est comportée comme un animal enragé. Et pour qu'elle n'espère pas recevoir de médaille de guerre pour avoir tué le prince. Selon lui, la fille ne méritait rien. Calliope ne l'écouta même pas. Elle ordonna à la marquise de s'en débarrasser comme prévu. Le garçon et la fille ont été attrapés par les gardes. La fille a fait ce qu'il méritait et leur a ordonné de sortir. L'un des gardes lui apporta une boîte contenant la couronne qu'elle méritait. Il y a longtemps, elle prouvait à son frère illégitime que sa mère ne s'intéressait pas à sa majesté. Et il devait déterminer qui était responsable. Au lieu de cela, le garçon a prétendu qu'il était un prince et qu'elle serait, au mieux, vendue à un autre pays en tant que princesse. Née fille, elle était censée être silencieuse. Ce scélérat aimait se moquer de la fille. Et cette femme qui la regardait avec mépris a tout perdu plus tard. Cette femme a tué sa mère d'une manière horrible. De plus, frère Ézéchiel suivit la respectée dame au monastère. Il devint l'amant d'une dame d'honneur, espérant changer son destin. Tous ceux que Calliope aimait l'ont abandonnée, même lui, parce qu'à l'époque, elle n'avait aucun caractère. Maintenant, tous les gardes frappaient bruyamment leurs lances et souhaitaient une longue vie à la reine Calliope Regna Alpensia. La reine impitoyable a dit qu'il était temps de revenir. Ézéchiel Nix aurait dû l'attendre. Dans une des ruelles de la rue principale, 2 hommes en cape parlaient en secret. L'assistant a rapporté qu'il avait consulté les archives des royaumes voisins, mais qu'il n'avait pas trouvé la famille de Théodore. Peut-être que le client s'est trompé. Le client a tout donné correctement et a demandé à consulter les archives d'autres royaumes. Mais l'homme a parlé de l'augmentation des frais, mais n'a pas garanti l'exactitude des données. Et il a ajouté qu'il ne fallait pas s'attendre à grand-chose. La femme remarqua les étrangers et l'un d'eux semblait être le commandant des Chevaliers Blancs. L'autre le nia, car de quoi avait-il besoin dans leur désert? Mais elle remarqua qu'il ne ressemblait pas aux locaux et voulut voir son visage. Les gars en uniforme blanc le cherchaient déjà. Ils ont reconnu leur commandant. Il était surpris de voir qu'ils étaient si agités. Le cardinal le cherchait. Lorsque le garçon n'était pas dans la pièce, les chevaliers partaient à sa recherche. Il fallait rentrer d'urgence. Le commandant accepta et ôta sa casquette. Les femmes ont reconnu le beau commandant, l'escadron des chevaliers blancs du royaume Ézéchiel Nix. Il est arrivé auprès du cardinal et s'est excusé. Le chef répéta qu'Ézéchiel et les chevaliers devaient se rendre au royaume d'Alpensia. C'est là qu'il succède au duc Henri. Ainsi, le saint chevalier Ézéchiel fut vendu au royaume voisin d'Alpensia. Le commandant et les chevaliers blancs se mirent en route. Ils furent surpris d'apprendre que leur commandant en chef était le souverain du duché, Henri. Après tout, il était très différent d'eux. Ézéchiel ne cacha pas non plus sa surprise. Il a été envoyé dans un monastère alors qu'il était enfant. S'ils ne se souvenaient de lui que maintenant, alors il n'avait pas beaucoup de valeur pour eux. L'équipe l'a soutenu. Cela n'avait pas d'importance, car lorsqu'il quittait le clergé et rejoignait le commandant. Et alors ils deviendront les vassaux du duc et connaîtront le succès. Ézéchiel se souvint. Comme l'a dit le cardinal à propos du changement de roi, le garçon savait que le dirigeant actuel avait gagné le nom de leader pendant la guerre. Son nom était Calliope la Sanglante. La tyrannie est obsédée par l'effusion de sang et la répression. On disait que même les habitants du continent du Nord-Ouest avaient peur d'elle. Ils savaient qu'après avoir pris le trône, elle avait été occupée à éliminer ses ennemis. Et elle n'avait pas l'intention d'attaquer les chevaliers. Si cela continue, les frontières de Paloma pourraient être menacées. Ézéchiel devait donc se rendre à Apelsiade comme ambassadeur. Mais ce n'était pas tout à fait le cas. La famille d'Henri et la famille royale des Alpesiades insistèrent pour que le jeune homme succède au duc. C'était une situation désespérée. Et c'était problématique, mais le cardinal a dit qu'il n'avait pas droit à l'erreur. Le garçon a dû aller tout entendre lui-même de la bouche de son père. Il avait juste besoin de bien gérer l'héritage. Ceux aristocrates n'ont pas dit un seul mot gentil à leur fils. Ils l'ont simplement invité à l'utiliser à leur propre fin. Ézéchiel fut heureux qu'ils le reconnaissent comme leur fils, et l'appela immédiatement au palais. Ils ont dû certifier légalement son statut. Le garçon ne pouvait pas croire que l'homme était son père. Ézéchiel n'avait aucun sentiment pour lui et n'était pas intéressé par la vie royale. Mais s'il devient noble, il lui sera plus facile de trouver quelqu'un.
Il se souvenait de la petite Calliope et se demandait où elle était. Dans une grande salle spacieuse, couleur de pourpre, Ézéchiel vit la reine. Calliope l'attendait sur son trône tant convoité. Il s'approcha et s'inclina profondément. « Je me suis présenté et j'ai présenté mes respects à Sa Majesté. » La reine attendit longtemps son arrivée. Elle a pointé du doigt et a ordonné à haute voix que la cérémonie commence. Des prêtres apparurent derrière lui. Le gars était confus et ne comprenait pas en quoi consistait la cérémonie. Le grand prêtre commença un discours sur le mariage entre la reine et l'héritier. Isaachil était choqué, mais la reine était ravie. Les chevaliers blancs ne s'attendaient pas à une telle tournure des événements. Ils ne croyaient pas qu'il allait se marier. Après tout, il devrait y avoir un jour de reconnaissance de son statut. Le marquis leur barra le chemin et les garçons furent effrayés. Calliope a décidé d'expliquer tout ce qui se passait. Elle s'approcha du jeune homme et lui annonça que le duc Henri lui avait donné un fils. Parce que ses fils ne sont pas dignes de devenir ses maris. Elle les exécuta tous, et il se souvint du fils illégitime qu'il avait abandonné. Le jeune homme était un chevalier saint de l'état de Paloème. Et elle savait aussi par ouï dire qu'il était beau. Et cela s'est avéré être amusant pour elle. Elle ordonna d'une voix venimeuse de devenir son mari. S'il refuse, elle coupera les têtes de ses chevaliers. La reine cruelle n'entendit pas ce qu'elle voulait de ses douces lèvres. Elle a fait signe à ses subordonnés, et ses chevaliers étaient tenus à la pointe de l'épée par ses gardes. Ézéchiel et la reine se présentèrent devant le prêtre. Devant eux se trouvaient 2 bols, un rouge et un bleu avec des boissons. Ils les burent, et après cela il les déclara mari et femme. Les jeunes mariés sont arrivés dans la chambre. Calliope utilisa sa force pour pousser l'homme dans la poitrine, et il tomba sur le lit. Elle a dit qu'elle ressentait beaucoup de pitié pour la famille d'Henri. Le titre de boyard était insignifiant. Il flattait le gouvernement du roi précédent. La femme l'attrapa brusquement par la chemise, et elle devait s'attendre à une agréable rencontre avec celui dans les veines duquel coule le sang du comte. L'homme hésitant reconnut sa Cali. Il n'aurait jamais imaginé la rencontrer ainsi, et il ne savait pas qu'elle était devenue reine. La femme a confirmé qu'il avait raison. Elle allait prendre tout ce qu'elle voulait. Son humeur était loin d'être bonne. Calliope déversa sa colère sur lui. Après tout, il a bien vécu après l'avoir quitté brusquement, et ne l'a pas attendu. Ce n'était pas la reine qui le lui demandait, mais la Cali du passé. Déconcerté, Ézéchiel essaya d'expliquer comment tout cela s'était réellement passé. Elle avait le droit d'être en colère, mais il lui demandait de l'écouter. La reine n'était pas d'humeur à écouter. Elle lui attacha fermement les mains au lit avec une ceinture en cuir. Il devait accomplir son devoir conjugal. L'homme a demandé à être libéré. Elle savait qu'il n'aimait pas ça et ne s'attendait pas à ce qu'il flirte. Calliope lui dit de rester simplement allongée. À ce moment-là, la femme déchira frénétiquement sa chemise et admira son torse sculpté. Elle m'a dit de ne pas être nerveux. Le mari de la reine n'était pas censé ruiner sa réputation lors de sa nuit de noces. Ézéchiel se souvint de la boisson qui avait embrumé son esprit, et il fut tout simplement utilisé. La reine a suggéré de s'amuser un peu. Elle embrassa passionnément son mari et ils cédèrent tous deux à leurs sentiments. Le lendemain matin, la chambre était calme. Calliope regardait son élu. Elle pensait que c'était une revanche pour lui de l'avoir quitté. Les servantes discutaient du mariage de leur maîtresse. Ils espéraient que sa soif de sang s'atténuerait. Ils étaient curieux de savoir qui était cet homme et de quelle famille il venait. La reine a envoyé des invitations à un goûter. Ils furent accueillis par Ézéchiel. Les invités ne savaient pas comment s'adresser correctement à son Altesse. Ils se sont moqués de lui. Ils étaient également heureux de son mariage avec la reine, car c'était une bénédiction pour leur état. Une dame a remarqué les bijoux de Sa Majesté. C'étaient de célèbres trésors de la couronne. Elle a souligné que la reine était favorable au jeune homme. Ézéchiel se souvint de la bague de fiançailles que Sa Majesté lui avait donnée. C'était un collier en or. Il se sentait impuissant. Tout à coup, le marquis lui fit savoir que la reine désirait le voir. L'homme s'inquiétait pour les invités. Il savait qu'on ne pouvait pas refuser la reine. Chef adjoint de l'ordre des chevaliers et fils aîné du marquis Raphaël Farnèse. Il n'aimait pas le mari faible de la reine. Farnèse n'a trahi la reine qu'au dernier moment. Même lorsque l'ancienne maîtresse du roi tentait de prendre le pouvoir, ils restèrent fidèles à la reine mère Calliope. À cause de cela, ils ont subi toutes sortes d'humiliations. Après la traînée noire est venue la traînée blanche. Lorsque Calliope consolida sa position, les courtisans prophétisèrent que Raphaël serait son mari. Il n'y avait aucun sentiment entre eux, juste une relation d'affaires. Cependant, les mariages politiques étaient courants au sein de la noblesse. Le marquis décida de demander l'avis de Calliope à ce sujet. Il s'est rendu compte qu'il avait été rejeté lorsqu'il a vu son expression choquée. L'orgueil de Raphaël a souffert après un tel rejet.
Il ne pouvait pas comprendre pourquoi elle ne l'imaginait pas comme son mari. Avec qui était-elle heureuse alors? Le temps passa et le marquis vit l'élu de Calliopa, qui ressemblait à un chiffon. Je ne pouvais rien faire moi-même. En général, il ne pouvait pas l'accepter comme son mari. Ézéchiel craignait certaines personnes encore plus. La reine l'attendait dans le bureau. La blonde sévère a demandé du thé. C'était la première fois qu'il organisait de tels événements, et il n'était pas sûr de pouvoir y parvenir. Calliope m'a assuré qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter de telles bagatelles. Elle se demandait si quelqu'un avait remarqué son collier. Il lui a menti, mais en réalité, c'était lui que les invités parlaient. Calliope était en colère parce qu'il n'aimait pas son cadeau. L'homme m'a assuré qu'il aimait tout. La femme était furieuse à cause de son mensonge. La reine hurla furieusement qu'il était forcé de se marier, en tant que chevalier qui s'était consacré à Dieu. Toutes ces paroles étaient des mensonges. Elle le poussa dans la poitrine de toutes ses forces et ne voulut entendre aucune excuse. Calliope voulait que son corps parle pour lui. Elle lui a ordonné de se déshabiller. Quand Ézéchiel la satisfera, elle lui fera voir son ordre de chevalier. Il lui semblait doux quand il le louait. Ne se demandait-il pas ce qui leur arrivait? La femme se sentit pitoyable alors qu'elle le maintenait de force. Tout le monde cherchait une autre excuse. L'homme accepta. Il ne pouvait pas ignorer ses ordres. Pendant ce temps, l'assistant a trouvé l'alliance d'Ézéchiel dans leur chambre. Après la cour, Calliope lui ordonna sévèrement de partir. Un assistant est venu vers elle et lui a apporté une alliance. Il l'a trouvée dans un tiroir à côté du lit. Elle a été surprise par l'affaire. L'homme royal ordonna au serviteur de trouver un coffre pour les objets de valeur. Ce soir-là, lorsque la reine lui passa son alliance autour du cou, il retira la bague de son doigt avec défi et la jeta. Elle était outrée par son acte indifférent. Mais en réalité, il s'est avéré que la bague de fiançailles était si précieuse. À quoi pensait-il? Le serviteur aurait dû partir plus tôt pour qu'Ézéchiel ne remarque pas que l'alliance avait disparu. Il s'inclina et s'apprêtait à partir. Soudain, la reine l'arrêta. Elle lui a demandé s'il avait déjà trouvé un pendentif en or sans pierre. Des herbes parfumées peuvent être placées à l'intérieur du pendentif. Malheureusement, l'assistant n'a rien vu de tel. Calliope frappa du poing sur la table avec colère. Elle a ordonné que Raphaël soit appelé. Dans l'une des hautes tours, dans un cachot, était gardé le roi précédent malade et sa maîtresse, la marquise de Borély. Calliope s'approcha d'eux et s'adressa à la femme, mais elle ne semblait pas l'entendre. La reine fut surprise que la marquise soit devenue folle en moins d'un mois. Borély se précipita vers sa majesté en criant. Farnèse lui rappela à qui elle avait parlé, mais la marquise s'indigna. Ils ont oublié qui elle était, car elle était la mère d'un héritier. Pas une marquise, mais la mère du roi. Calliope lui rappela comment Borély a tué sa mère, et la jeune fille l'a suppliée à genoux de la laisser enterrer sa mère. Callie était prête à tout pour sa mère. La terrible femme a accepté la demande de la jeune fille. Borély lui a donné 1 semaine pour lui dire un dernier au revoir et l'a enfermée seule avec sa mère dans une pièce. La pauvre fille a passé 7 jours avec le corps en décomposition de sa mère. Elle avait peur et ne pouvait pas arrêter de pleurer. Le 7e jour, Borély arriva avec ses descendants arrogants. Ils étaient tous en colère contre la pauvre Callie. La femme a demandé si la princesse était satisfaite de l'adieu. La tête baissée, Calliope exprima sa gratitude. Borély ne semblait pas très bavard, et la princesse s'excusa de son impolitesse et de sa grossièreté. Ceux enfants n'ont jamais cessé de se moquer d'elle et de se moquer d'elle. La jeune fille tomba par terre aux pieds de la reine. Elle l'a remerciée d'avoir été gentille avec elle. Elle dit au revoir à sa mère et l'appela la reine-mère. Elle n'est plus une reine. La marquise était confuse quant au titre. Aveuglée par la victoire, elle la laissa en vie. Désormais, la marquise est elle-même responsable de sa situation. La femme était agacée lorsque Calliope l'appelait ainsi. Sa Majesté n'a pas tardé à rappeler que Borély ne deviendrait jamais reine. Après tout, elle a coupé la tête de l'héritier de Schneisel et l'a exposé à la vue de tous. Le demi-frère était fidèle à sa mère et a envoyé ce scélérat à sa mère. Or, la marquise n'était pas différente d'une bête affamée. Son fils n'a rien fait pour aider sa mère. Mais il ne savait que cracher des mots méchants. Son 2e fils qui ressemble à son roi. Je n'ai jamais manqué une seule jupe. Il est même allé jusqu'à agresser sa propre sœur. De tels animaux doivent être castrés. C'est exactement ce que fit la reine. Et elle le mit avec les cochons. J'espérais que le scélérat aimait être là. La marquise ne voulait plus rien entendre. Calliope lui rappelait sa fille bien-aimée. Elle a eu pitié et a donné sa vie. La femme a commencé à demander où était sa fille. Calliope n'aimait pas le ton avec lequel elle s'adressait à elle. La marquise demanda à voir la mine. Cette fille rappelait à la reine la marquise, et elle la mit donc dans une prison souterraine. La femme semblait furieuse de ce qu'elle entendait,
et commença à insulter la reine. Son Altesse n'a pas pu le supporter et a frappé la femme, puis lui a marché sur la main. La marquise elle-même en fit un monstre. Comparé à elle, le harcèlement de la mine était puéril. Elle lui enlevait constamment ses bijoux, le roi lui pardonnait tout à cause de son visage pitoyable, malgré le fait que le sang sale de la marquise coulait en elle. Calliope eut pitié d'elle et la mit dans une cellule séparée afin que personne ne lui fasse de mal. Mais si Borély meurt, la colère de la reine se déchaînera sur Lamina. Je lui ai donc souhaité une bonne santé et une longue vie. Elle ordonna que le dîner soit servi à la marquise. C'était un dîner luxueux. La reine a souligné qu'à chacune de ses visites, un dîner spécial attendrait la femme. Calliope a fait tout cela pour pouvoir attendre avec impatience son Altesse. Elle m'a souhaité un bon repas et s'apprêtait à partir. Borély a ensuite posé des questions sur le dernier objet de sa mère, un pendentif ordinaire. La reine était en colère à cause de son attitude irrespectueuse envers sa mère et la menaça. Calliope descendit l'escalier raide du cachot de la marquise. Soudain, elle entendit les cris d'un homme provenant d'un autre donjon. Les gardes ordonnèrent à l'évêque de ne pas bouger. Mais il demanda de l'aide. Il cria d'une voix qui n'était pas la sienne de le laisser partir. L'évêque était attaché par les mains à la montagne. Les gardes ont essayé de se mettre à nu. L'homme ne s'est pas arrêté et a crié à tue-tête. L'un des subordonnés de la reine a pris un fouet en cuir. Il a dit qu'il était temps de commencer à prier et a commencé à le battre. Calliope entra soudainement et craignit d'avoir interrompu la prière de l'évêque. La victime au dos ensanglanté ne s'attendait pas à la voir. Ézéchiel quitta le monastère pour une noble dame. Il est devenu son amant dans l'espoir de changer sa vie misérable. Cela n'était pas surprenant. Même le plus jeune évêque d'Alpensiade, Johannes, n'a pas été surpris par son action. L'évêque supplia Sa Majesté de le laisser partir, car il ne pouvait plus le supporter. De l'avis de la reine, il s'était vu confier une mission aussi importante et il était effrayé. La reine a ajouté qu'en échange de sa promotion rapide, l'évêque avait fait une promesse. Prier pour le roi précédent dans ce sanctuaire. Johannes ne considérait pas cet endroit comme un sanctuaire et ne savait pas que des prières y seraient célébrées. Il ne voulait plus de son titre. Il mourra chaque jour de tels coups. L'homme ne voulait pas donner son âme à Dieu dans un tel endroit. Calliope fut irritée par ces paroles. Elle lui a assuré qu'il irait quand même au paradis tout en accomplissant ses devoirs au sanctuaire. Il lui a été confié une mission sacrée. Elle lui a garanti une vie heureuse après la mort. L'évêque devrait être reconnaissant et faire de son mieux. Sa Majesté nous a ordonné de continuer. Johannes a crié que ce n'était pas une prière. Et comment elle pourrait guérir la maladie du roi? Il n'arrêtait pas de demander grâce et d'être libéré. De l'avis de la reine, il valait mieux qu'il sache laquelle de ses prières était une prière. Après tout, de cette façon, il pourra encore payer partiellement pour ses péchés. L'évêque a fait la même chose avec Ézéchiel, et l'a également appelé une prière de repentance. Calliope lui laissait simplement ressentir la même chose et rien de plus. La reine voulait partir et ordonna à Raphaël d'ouvrir la porte. Et finalement, elle promit à Johannes qu'elle organiserait des funérailles luxueuses. Elle n'eut pas longtemps à attendre. Sa Majesté a ordonné à Raphaël d'accompagner son mari à l'ordre d'argent des chevaliers. Elle m'a également demandé d'être vigilant. Ézéchiel était surpris que le marquis ait du temps libre. Il a toujours entendu dire qu'il avait beaucoup de travail à faire. Si son Altesse lui avait dit où aller, il l'aurait fait lui-même. Mécontent, Raffaello a soutenu qu'il n'avait pas eu le temps de prévenir. Ils sont allés ensemble au terrain d'entraînement. Le marquis rapporta qu'il serait préférable que les deux ordres soient éloignés du palais. Car dès qu'ils se croisent, une bagarre éclate. Ézéchiel s'excusa auprès du Seigneur et promit d'avertir ses camarades. Il a également posé la même question à propos de leur commande. Comme mentionné, les chevaliers ont encore offert un spectacle. Ils crièrent haut et fort que le mari de la reine était un personnage incontrôlable. Les chevaliers d'Ézéchiel commencèrent alors à défendre l'honneur de leur commandant. Et pour de telles paroles, ils n'avaient pas le droit de s'appeler chevaliers. Les garçons ont prouvé le comportement décontracté de Sa Majesté. Après tout, le chef de leur ordre du monastère d'Esselhart s'amusait avec un aristocrate inconnu. Calliope a reçu les félicitations de la noblesse pour son mariage. Ils se prosternèrent à ses pieds et lui offrirent des cadeaux. Sa Majesté était fatiguée de les écouter. L'assistant informa la reine que l'audience était terminée. Mais ce qui l'intéressait le plus, c'était de savoir où se trouvait son mari. Le serviteur rapporta qu'il était allé voir les chevaliers. Calliope voulait le voir, et elle ordonna de faire rapidement ses bagages et d'aller rejoindre son cher mari. Les chevaliers blancs ont exigé une rencontre avec leur chef d'escouade. Il est peut-être membre de la famille royale, mais ils voulaient s'assurer qu'il allait bien. Les chevaliers royaux continuèrent à se moquer de leur chef.
et ils continuaient à le traiter de frivole. Bien qu'ils étaient des chevaliers royaux, ils se comportaient de manière stupide. On les appelait portées royales. Ézéchiel était terriblement insatisfait, et Raphaël regardait ce que Sa Majesté allait faire. Les chevaliers étaient sur le point de sortir leurs armes. Soudain, Ézéchiel a crié à son équipe qu'il n'aimait pas leur comportement. Les garçons étaient heureux de voir leur commandant. Les chevaliers royaux ont accusé l'ordre d'argent d'avoir insulté son Altesse. Ils ne pouvaient pas le laisser comme ça. Personne n'osait dire un mot dur à l'égard de la reine. Et la réputation du chef de l'ordre d'argent parlait d'elle-même. Enragé, Ézéchiel jura de punir ses subordonnés. L'ordre royal n'a jamais cessé de crier aux chevaliers d'argent. Sa Majesté a promis de présenter personnellement ses excuses à la reine et de demander une punition équitable. Les chevaliers continuèrent à se moquer de lui. Il était issu de la famille Illique, qui était une nuisance pour la reine. Et quand il se rend compte qu'il n'est qu'un jouet pour évacuer sa colère, Raffaello a commencé à arrêter la disgrâce. Calliope est arrivée à l'improviste. Elle s'est immédiatement approchée de son mari. Sa Majesté les a rassurés en leur disant qu'ils n'étaient capables que d'insultes. Mais en réalité, ce sont de pathétiques cabots qui rampent jusqu'à leurs pattes. La reine a remarqué que son ordre n'était pas respecté. Elle a doublé leur formation, et elle ordonna à Raphaël de le transmettre à tous ses subordonnés. Que personne n'osait parler sur ce ton à son mari. Calliope saisit l'homme par la main et lui dit qu'elle avait une conversation privée avec le roi. La femme le conduisit silencieusement. Il se tenait près d'un grand arbre dans le jardin. Calliope joignit les mains devant elle et attendit que son mari dise quelque chose. Un Ézéchiel bouleversé s'est excusé auprès de ses subordonnés. Mais ce n'est pas ce qu'elle voulait entendre. Il demanda si la reine avait entendu tout ce qui se disait à son sujet sur le quai. Probablement tout, du moins c'est ce qu'elle pensait. L'homme se sentit désolé. Il voulait clarifier un incident. Comment il est devenu l'amant d'une noble dame? Sa Majesté fut stupéfaite par cette confession. Il y avait une part de vérité dans les paroles de ces scélérats, mais pas dans le fait qu'il était un amant. Ézéchiel ne voulait pas qu'il y ait de malentendus entre eux. La reine était indifférente à toutes les rumeurs, mais quelque chose d'autre l'inquiétait. Calliope savait d'où venaient les cicatrices sur son dos. Certainement pas de la dame. Même si cela ne changeait pas le fait qu'il était déjà avec quelqu'un. Sa Majesté serra les dents de colère. L'homme lui caressa doucement le visage et lui conseilla d'une voix calme de prendre soin de ses dents. Calliope ne voulait pas parler, car il allait s'excuser auprès de ses chevaliers. L'homme surpris pensait que le conflit était terminé. La reine rusée s'est soudainement mise en colère et a changé d'avis. Ézéchiel rougit en se rappelant les moqueries de ces gens ignorants, qui pensaient qu'il s'excuserait. Calliope aimait quand il était si timide. Il était gêné qu'elle flirte dans le jardin. Il a insisté pour avoir la chambre, mais Sa Majesté ne put le supporter et elle embrassa passionnément son mari. Ézéchiel ne put lui résister. Le lendemain matin ensoleillé, Raphaël vint faire un rapport à la reine. Il remarqua le visage satisfait de Sa Majesté. Le marquis a rendu compte du conflit d'hier. Son mari a eu une conversation avec ses subordonnés. Quitter la commande et rester ou retourner à Paloème. Tous les chevaliers décidèrent de rester. La reine fut satisfaite de leur dévouement et leur ordonna de servir son mari sous leur ancien nom. Calliope demanda prudemment au marquis s'il voulait prendre le thé avec Ézéchiel. Elle leur a conseillé de s'entendre car ils devraient se voir souvent. Raphaël a également souhaité rendre compte de l'enquête sur son mari, qu'elle-même avait demandé. Elle était un peu alarmée par cela, mais elle était prête à écouter. Comme il savait déjà beaucoup de choses, il leur raconta de nouveaux détails, à propos de sa maison secrète, qu'il possède depuis longtemps. Même du service chevaleresque. Sa Majesté n'a rien vu de suspect à cela. Le marquis ajouta que la maison n'était pas tout à fait ordinaire. La reine commençait à se mettre en colère quand il s'éternisait. Il a appris que les meubles et les objets étaient par paire. Cela ressemblait à la maison d'un jeune marié. Le marquis et Ézéchiel ont discuté autour d'un thé. Il remarqua que la reine n'avait pas donné d'ordre de punition. Il semble que le problème ait été résolu. Son Altesse a acquiescé et a déclaré qu'il avait fait du bon travail. Raphaël s'est senti gêné par la déclaration de son mari. Auparavant, les farceurs étaient sévèrement punis. Même si Sa Majesté avait encore de la rancune, Sa Majesté a demandé que ses propos soient correctement compris. Il n'avait pas honte que la reine lui témoigne un amour particulier. Le marquis a insisté pour ne pas se relâcher. Il lui semblait que sa position n'était pas encore stable. Ézéchiel était d'accord avec cela. Tout d'abord, Sa Majesté n'avait pas encore d'alliance, bien qu'il ait affirmé qu'il serait livré bientôt. Raphaël lui a donné des conseils. S'il voulait continuer à vivre au palais, il devait gagner plus fortement le cœur de la reine. Et qu'il se souvenait vraiment de tout du passé.
L'homme m'a assuré qu'il n'était pas nécessaire de s'attarder sur le passé. Bien sûr, le marquis le croyait. Lorsqu'il fit son rapport à Calliope sur la maison pour deux, on lui parla du vestiaire, qui était rempli de robes de femmes. C'était un endroit isolé et calme. Comme son mari ne lui rendait pas souvent visite, personne ne savait rien de lui. Il a investi beaucoup d'argent alors qu'il était chevalier. Chaque fois qu'Ézéchiel venait là, il apportait toujours quelque chose. Bols à parier ou autres robes. Il devait être très attaché à ces choses. Au début du printemps cette année, il a planté lui-même les arbres et les fleurs du jardin. La reine a crié qu'elle ne voulait plus l'entendre. Elle réfléchit un instant et dit à la marquise de continuer à lire. Le majordome a dit qu'il n'avait jamais vu cette femme. Après cela, il montra à Sa Majesté la bague de fiançailles dans la boîte. Elle regarda cette bague de fiançailles avec choc. Il s'est probablement marié en secret à l'église, et elle est probablement décédée il y a 4 ans. Le silence régna entre elle et Raphaël. Soudain, elle frappa son épée sur le sol et commença à s'éloigner. Elle a été touchée par le fait que la maison se trouvait au bord d'un lac et à la frontière du village. Oserait-elle visiter cet endroit? Elle voulait tout voir de ses propres yeux. Elle a dit qu'elle s'occuperait de toutes les questions importantes et qu'elle partirait dans 3 jours, alors qu'il n'y avait pas de roi dans le palais. Et Calliope ordonna aussi à la marquise de surveiller attentivement son mari, de ne pas le quitter des yeux. Avant d'aller se coucher, Ézéchiel était hanté par les paroles du marquis autour du thé. Il devait se souvenir du passé. Aussi, comportez-vous bien à l'avenir. Alors tous ces problèmes disparaîtront. Est-ce qu'il parlait vraiment de la période où l'homme était au monastère? Kali le savait encore. Sa Majesté ne comprenait pas de quoi ils parlaient tous. Qu'essayait-il de lui dire? Soudain, dans le silence de mort, la porte de sa chambre grinça. Il vit la reine devant lui. Elle avait l'air étrange. Elle était ivre. Sa Majesté s'est jetée sur lui et a voulu l'attacher. Il n'aimait pas vraiment ça, et elle non plus. Mais Calliope avait peur qu'il s'enfuit. Il m'a assuré qu'il ne ferait rien de tel. L'homme lui a demandé quand elle lui donnerait sa bague de fiançailles. Beaucoup de temps s'est écoulé depuis le mariage. Si Sa Majesté n'avait pas le temps, il proposait de le préparer lui-même. La reine en colère ne voulait rien entendre. Et ce n'était pas son problème. Elle a ordonné à son mari de porter le collier qu'elle lui avait donné. Ézéchiel la poussa sur le lit. Il la regarda dans les yeux et dit qu'elle était sa première et sa dernière. La reine est la seule dans sa vie, mais elle n'y croyait pas. L'homme m'a assuré que c'était effectivement vrai. Alors pourquoi l'a-t-il quittée alors qu'elle était au plus mal? Il savait parfaitement que la fille voulait être avec lui. Ézéchiel avait une raison pour cela et a demandé à être entendu. Cela n'avait aucun sens. Calliope ne voulait pas se souvenir d'elle-même comme de la personne confiante qu'elle avait été. Je ne voulais pas parler du passé, mais je voulais entendre une chose. Qu'il sera à ses côtés et ne la quittera jamais. Pour entendre combien il l'aime, même s'il ment. Ézéchiel lui a parlé avec tendresse de la façon dont il l'aimait, et qu'il serait toujours là pour elle. Sa place est d'être à ses côtés et il ne cesse de le répéter. L'homme a affirmé qu'il parlait sincèrement. La reine le serra fort dans ses bras, sa main commençant à serrer sa chemise. Comment a-t-il pu mentir aussi effrontément? Le matin, Sa Majesté s'est réveillée et ne se souvenait pas de tout ce qui s'était passé ce soir-là. L'homme attaché au lit dormait encore. Le marquis frappait à la porte de la chambre, se dépêchant de rappeler la reine. Qu'ils étaient sur le point de partir bientôt en voyage. Elle a décidé de partir immédiatement. Calliope et les chevaliers arrivèrent à la maison secrète de son mari. Devant la grille en fer forgé, elle descendit de cheval et demanda à ne plus l'accompagner. Sa Majesté marcha avec confiance vers la porte de la maison. Elle vit les fleurs qu'il avait lui-même plantées au début du printemps. La reine brisa la serrure de la porte avec son épée et fit irruption dans la maison. Elle fit le tour de la maison et vit tout comme le marquis l'avait décrit. Toutes les choses et les meubles étaient par paire. Tout était par paire. La seule personne sans partenaire dans cette maison était Calliope. Elle monta les escaliers jusqu'au 2e étage pour chercher la chambre. Tout d'abord, elle entra dans la chambre en désordre des enfants. La femme en colère est allée chercher la chambre dans laquelle il se trouvait avec elle. La colère s'empara d'elle. Elle sortit brusquement son épée et commença à frapper, briser et détruire tout. Finalement, la femme s'arrêta. Tout autour d'elle était complètement brisé. Sa Majesté est tombée au milieu de la pièce. Elle a pleuré fort et a crié. Il l'a choisie lui-même. Elle avait donc non seulement une beauté surnaturelle, mais aussi une belle âme. La reine a remarqué du sang sur ses mains. C'étaient ses larmes de sang. Elle voulait y mettre un terme avant de tout gâcher de ses propres mains. Elle a dû abandonner son obsession. Cette obsession l'accompagnait depuis si longtemps. La malade ne pouvait pas se promener avec Calliope.
La fille s'inquiétait pour sa mère et ne comprenait pas pourquoi les médecins ne pouvaient pas la guérir. J'aurais dû être moins nerveux, mais c'était impossible. Tout cela à cause de sa maîtresse qui faisait constamment des choses sales à sa mère. Calliope suggéra d'appeler un prêtre. Malheureusement, cela a été impossible à cause de Borélie. Le prêtre ne viendra pas au palais royal. Bien sûr, elle ne le permettrait pas. Dieu n'entendra pas les prières dites dans cet endroit sale. La fille commença à se ressaisir. Elle voulait prier pour sa mère à l'extérieur des murs du château. Ils ont dit que si vous priez au monastère des Elhart, votre souhait se réalisera sûrement. Lorsque Calliope est arrivée sur les lieux, elle était confuse. Je ne savais pas exactement où aller, car le monastère était très grand. Soudain, dans le jardin, elle vit un jeune homme assis sur une pierre. Le blond aux yeux bleus était assis avec un oiseau dans ses mains. Pendant un instant, il parut être un ange aux yeux de la jeune fille. Elle courut rapidement vers lui. L'homme a remarqué qu'une dame s'approchait de lui. Elle était trop jeune pour l'inviter de Johannes. Calliope parla la première. Elle a remarqué qu'il étudiait et lui a demandé de lui montrer où prier. Il avait à peine ouvert la bouche qu'il se souvint de son vœu de silence du matin. La fille n'arrêtait pas de poser des questions. Elle voulait prier pour la santé de sa mère et a demandé qu'on lui montre le chemin. Le jeune homme, sans un mot, désigna une chapelle dans le jardin. Calliope était ravie. Dans un tel endroit, sa prière sera certainement entendue. Elle se demandait pourquoi il était silencieux. Le gars a pointé sa bouche, il tenait sa promesse. Calliope se rendit compte qu'il était muet. Malgré lui, elle courut prier, mais lui demanda de ne pas la quitter. Elle ne connaissait pas le chemin du retour. De l'avis du garçon, pour pouvoir prier pour ses parents, il devait se rendre dans un autre monastère. Cette fille ne connaissait pas du tout le monde. Calliope commença sa prière pour sa mère au cœur tendre. À propos de sa souffrance mentale à cause de son amant, maintenant son corps a été frappé par la maladie. La jeune fille demanda de punir la terrible marquise. Alors elle sera frappée d'une terrible maladie, et elle quittera le château avec ses enfants. Calliope, les larmes aux yeux, demanda que sa prière soit entendue. Le jeune homme timide lui tendit la main avec un mouchoir. Elle m'a remercié et m'a promis de le rendre. Levant la main, elle demanda au garçon de s'asseoir à côté d'elle. Attends que ses larmes sèchent. Le jeune homme a remarqué que la fille assise à côté de lui avait des problèmes familiaux. Elle savait que Dieu n'aime pas l'injustice. La jeune fille espérait que son amant serait frappé par la foudre. En fait, son père était pire qu'elle. Il avait déjà eu 3 enfants avec elle, avant même qu'elle ne soit née. Le père a promis d'être avec sa mère dans le chagrin et dans la joie pour le reste de sa vie. Mais il tomba amoureux de la femme frivole et l'amena au palais, ainsi que ses 3 enfants. Et en général, tous les aristocrates de son entourage avaient des maîtresses après le mariage. Si une personne ne suffit pas, alors pourquoi se marier? La jeune fille a immédiatement fait comprendre qu'elle ne tolérerait pas un tel homme. Elle-même le punira pour fornication. Tous les hommes qui trompent méritent cela. Calliope avait honte d'avoir tant parlé, et de ne pas s'être montrée sous son meilleur jour. Elle était issue d'une famille noble et d'une riche lignée. La jeune fille n'a pas immédiatement avoué qui elle était, car le jeune homme était très surpris sur le moment. Et elle ne parle pas beaucoup du tout. Elle ne parlait franchement qu'avec Lyubimchik. Le gars ne comprenait pas qui c'était. C'était son chien blanc et docile. Il ressemblait à un jeune homme par son caractère et sa fourrure. Elle voulait caresser ses cheveux pour voir s'ils étaient aussi doux que ceux de Pet. Calliope se rendit compte qu'elle avait trop lâché Prin. Elle s'est sentie gênée et s'est excusée. Ézéchiel remarqua que la jeune fille était très seule, tout comme lui. Soudain, son estomac émit un bruit de faim. Même une femme qui n'a pas pris de petit déjeuner aura l'estomac qui gargouille. Le jeune homme lui tendit silencieusement la main et l'entraîna. Ils se sont retrouvés dans la salle à manger pour tous les domestiques. Il n'y avait personne là-bas. Il lui tendit une assiette de biscuits et elle commença à manger rapidement. Calliope fut surprise par le goût de la friandise et demanda pourquoi elle était comme ça. Mais elle a oublié qu'elle n'aurait pas de réponse. Le gars a regardé sa montre et s'est rendu compte que son vœu était arrivé à son terme. Il a expliqué qu'elle mangeait du pain sans levain. La fille avait peur qu'il ait parlé. Il a expliqué pourquoi il était resté silencieux. Calliope se rappela qu'elle lui avait révélé tous les secrets. Elle pensait qu'il était muet. Soudain, quelqu'un appela Ézéchiel. Il vit Johannes s'approcher par la fenêtre. Le prêtre l'a appelé et il a dû partir. Le jeune homme s'est retourné et la fille avait disparu. Je n'ai pas remarqué comment elle a disparu. Pourtant, le gars espérait la revoir. Une fille aux longs cheveux blonds portant des vêtements coûteux tenait un panier dans sa main. Après 2 semaines de doute, elle est revenue. Calliope croyait qu'elle devait rendre ceux qu'elle avait pris. Elle a commencé à se gifler les joues pour reprendre connaissance. Elle se rassura en se disant que c'était une question de courtoisie de rendre le mouchoir.
retournée et avec un petit cadeau. Il y avait des pâtisseries dans le panier. Cela ne voulait pas dire qu'elle voulait voir le gars ou son visage. Soudain, elle fut alertée par des bruits provenant des buissons. Elle a demandé qui était là. Elle fut stupéfaite lorsqu'un loup apparut devant elle. L'animal marcha droit vers elle, sentant l'odeur de son panier. La dame, engourdie par la peur, commença à lui dire de ne pas s'approcher. Mais le loup ne réagit pas. Au contraire, il allait se jeter sur elle. Ézéchiel passait et entendit un cri. La fille agita son parapluie vers le loup, mais cela ne fit que l'irriter davantage. La dame criait à l'aide. Au moment où l'animal était sur le point de bondir, le garçon est arrivé juste à temps et l'a repoussé avec une serpillière. Le loup tomba et hurla de douleur. Ézéchiel demanda quelle nourriture la dame avait avec elle. Elle a montré le panier et le gars a ordonné de le jeter immédiatement. Elle ne voulait pas, mais elle l'a fait. Le panier a volé vers le loup et ils se sont rapidement enfuis. Une fois en sécurité, ils s'assirent par terre et reprirent leur souffle. Calliope se demandait si ce phénomène leur arrivait souvent. Habituellement, ils ne s'approchaient pas. Ce loup avait probablement faim et s'était éloigné de la meute. Ézéchiel a demandé à la jeune fille quel était le but de sa visite. Elle lui tendit le mouchoir qu'il lui tendit ensuite. La dame voulait juste donner en retour et offrir une friandise. Le jeune homme la toucha avec un mouchoir pour essuyer les gouttes de sueur sur son visage. Il pensait qu'elle en avait encore plus besoin. La dame se sentit gênée. Le gars a été agréablement surpris qu'elle se souvienne de son nom. Calliope a admis qu'elle l'avait entendu lorsque le prêtre l'avait appelé. Le jeune homme voulait également connaître le nom de sa nouvelle connaissance. La dame pencha la tête et dit doucement que son nom était Callie Théodore. Ézéchiel dit qu'il ne lui serait pas permis de l'appeler par son nom. Mais il a promis de s'en souvenir. À partir de ce moment-là, ils ont commencé à se voir chaque semaine. Calliope a appris l'escrime auprès de lui. Il lui a appris à perfectionner ses mouvements sur un mannequin. La blonde était ravie et a demandé à Isa comment elle avait fait. En effet, à son avis, elle avait du talent. Après tout, elle a réussi à percer la cible avec une épée en bois. Calliope a admis qu'elle imaginait son amant avec ses enfants. Elle aimait vraiment ses sentiments. Elle a remercié le jeune homme car c'était grâce à lui. La jeune fille fut impressionnée par la façon dont il maniait une épée, étant un disciple d'un prêtre. Il deviendra bientôt adulte et la dame lui a demandé quels étaient ses projets pour l'avenir. Ézéchiel voulait de toute façon quitter le monastère des Elara. En fait, il avait prévu de partir plus tôt. La fille était abasourdie. Le jeune homme avait prévu de devenir chevalier. Mais Eselarat n'était pas apte à former des chevaliers. Callie était très bouleversée. Le jeune homme lui a demandé la même chose. La pauvre fille avait besoin de réussir son mariage et c'était obligatoire. Peu importe à quel point elle le voulait. C'était la seule façon pour elle de quitter le palais. Aucun des deux n'était enthousiasmé par les projets de l'autre. Iz espérait que la dame trouverait un mari gentil et bon. Callie s'est mise en colère. Il n'a rien compris. Il doit s'agir d'un homme beaucoup plus âgé et peu attirant, et le mariage est fictif. Elle rêvait d'être demandée en mariage par un homme comme Iz. Le jeune homme ne put contenir sa colère et serra les poings. Callie était alarmée par cela. Elle s'est approchée très près de lui. Le gars espérait un baiser, mais elle s'est inspirée de ses cheveux. Le jeune homme ne s'attendait pas à une telle tournure des événements. La dame sentit combien ses cheveux étaient doux, comme ceux de son chien. Ézéchiel n'a pas aimé et lui a attrapé la main. « Il m'a demandé de ne pas faire ça, il n'est pas son chien. » La fille ne comprenait pas ce qui lui était arrivé. Soudain, il était sur le point de partir parce qu'il avait l'impression d'être appelé. Il courut vivement et Callie lui cria de l'attendre. La fille a essayé de le rattraper, car s'il s'enfuyait, la prochaine rencontre serait gênante. Soudain, elle vit une femme familière à l'entrée du monastère. Cette posture lui était très familière. Était-elle vraiment la maîtresse de mon père? La femme portait un masque et caressait le visage du prêtre. La marquise de Borély qu'elle avait oubliée au couvent. Soudain, elle a été attrapée et bâillonnée, de sorte qu'elle ne pouvait pas appeler à l'aide. Ils ont presque été pris. Le prêtre entendit du bruit mais décida que ce n'était qu'un rêve. La dame choquée a demandé à Ézéchiel quel genre d'endroit c'était. Elle vit une femme familière qui entra là-dedans. Le gars ne savait pas comment lui expliquer. Après tout, c'était une salle de prière inhabituelle. Cet endroit n'est pas pour elle et il lui a ordonné de ne pas s'en approcher. Cette femme était-elle vraiment si religieuse? Peut-être que Callie pensait qu'elle ne la voyait pas et a promis au jeune homme qu'elle ferait ce qu'il disait. Et elle se souvenait aussi de la conversation inachevée. La fille lui a demandé ce qu'il voulait lui dire. Ne savait-il pas qu'il était interdit de toucher une vierge qui n'était pas mariée? Ézéchiel s'est excusé. Il avait honte de ses actes. Il ne savait pas ce qui lui était arrivé. La fille ne s'est pas sentie offensée.
et a transformé tout cela en blague. À la maison, la jeune fille a appris l'existence du matchmaking. Elle était choquée. Sa mère la rassura en lui disant que peut-être le roi changerait d'avis. Mais cela n'est pas arrivé. Dans une robe luxueuse et avec une coiffure chic, elle attendait le marié. Les personnes présentes murmuraient à quel point elle était charmante. Ils ont également remarqué son visage mécontent, peut-être à cause de la différence d'âge de 50 ans avec le duc. De plus, c'était un avare. Le soir, Calliope, enveloppée dans une couverture, pleurait. Elle se souvenait de toutes les rencontres avec ce gars, de la façon dont ils étaient bons et faciles ensemble. Elle lui a demandé si un chevalier pouvait se marier. En réalité, ce n'était pas si simple. Il a dû être racheté pour le mariage. Mais les chevaliers utilisaient des méthodes simplifiées que l'Église ne voyait pas. Un grand prêtre pouvait gagner beaucoup d'argent, même s'il était un roturier. La fille a aimé cette méthode, et elle lui a demandé s'il voulait vivre avec elle. Le gars ne s'attendait pas à entendre quelque chose comme ça. Une noble dame qui ne connaissait rien du monde et orpheline de roturier. Elle ne pourra pas vivre avec un homme qui n'a rien. Ézéchiel a demandé à la dame de ne pas plaisanter comme ça. Elle était une aristocrate et devait vivre avec une personne de statut similaire. La dame s'est fâchée. Voulait-il vraiment qu'elle épouse un vieil homme? Cela lui faisait mal d'entendre cela de sa part, et elle s'est enfuie. Elle-même s'est battue avec son amant et ses enfants. Le garçon n'arrivait pas à faire en sorte que cela paraisse ainsi. Attendez que l'enfant grandisse et puisse se marier. Et jusque-là, la fille sera une maîtresse. Il ne pouvait pas lui faire ça. Soudain, un prêtre trouva Ézéchiel. Johannes vit une belle et noble jeune fille courir. Et il a demandé au gars s'ils se connaissaient. Le jeune homme a dit que de temps en temps, elle venait prier et qu'il l'aidait. « Alors priez !» confirma le prêtre avec sarcasme. L'homme a soutenu que c'était exactement ce qui s'était passé. Il n'y avait donc rien entre eux. Johannes a proposé son aide à la place du garçon. Il vit qu'Ézéchiel n'aimait pas ça. Le haut fonctionnaire a ri et a dit qu'il plaisantait. Mais s'il voulait dire quelque chose, il devait faire attention à ses sentiments excessifs. Le prêtre s'approcha du jeune homme et lui caressa le visage. Il lui semblait qu'il y avait de la tristesse dans les yeux d'Ézéchiel. Il avait besoin de se repentir et de prier. Dans une pièce éloignée, des bruits sourds résonnèrent sur les murs. Johannes fouettait impitoyablement, essayant d'arracher au jeune homme le repentir avec du sang. Un mois s'est écoulé. Ézéchiel était assis seul dans le jardin et méditait. Que récemment, les jours de repentir sont devenus plus fréquents. Kali est apparu de manière inattendue et lui a demandé ce qui lui faisait mal. L'homme a salué la dame et a remarqué ses vêtements luxueux, parce qu'elle ne ressemblait pas à une dame noble auparavant. Alors je me suis mise à rectifier la situation et je me suis assis à côté d'elle. Mais cela ne semblait pas être le cas pour Ézéchiel. Tout cela parce qu'il n'est pas un noble. Son cœur se serra de douleur et son corps répondit par des spasmes insupportables. La fille lui a apporté un cadeau. Le gars a refusé, il ne voulait pas accepter. Mais elle a insisté pour le prendre. Dans une petite boîte reposait un petit médaillon en or. Il ressemblait à une étoile brillante dans le ciel nocturne. Avec une certaine appréhension dans la voix, la dame a demandé à le protéger. C'était son trésor. Le garçon accepta le cadeau et promit d'en prendre soin. Johannes les observait de loin. Il examina la dame d'un regard lascif et espéra qu'elle serait remarquée. C'était une journée d'automne ensoleillée. Un jeune homme et une dame étaient assis et discutaient sous un arbre. Elle lui a demandé de l'appeler Kali. Ézéchiel ne pouvait pas l'appeler ainsi. Elle a ensuite suggéré de jouer à un jeu. Celui qui perd réalise alors son souhait. Le jeune homme réfléchit un instant et dit « Qui n'avait aucun désir ?» La jeune fille était outrée par cela. N'avait-il vraiment besoin de rien d'elle? Le gars baissa les yeux et confirma ce qu'il avait dit d'une voix calme. La dame, les yeux grands ouverts et pleins d'incrédulité, ne pouvait pas croire ses paroles. Mais elle était toujours sûre qu'elle gagnerait à coup sûr. Ézéchiel n'a pas accepté le jeu déloyal qu'elle connaissait bien. Kali s'est moqué de lui parce qu'il avait peur de perdre et l'a traité de lâche. Comment allait-il devenir chevalier? Elle a posé la boîte de bonbons. Elle a dit qu'il y avait du miel à l'intérieur et qu'un seul bonbon avait une garniture différente. Celui qui le mange perd. Pour prouver son innocence, elle a suggéré de diviser les bonbons en deux. Il a dit que de cette façon, ils seraient tous les deux sûrs que personne ne mentait. Un bonbon contenait du rhum au lieu du miel. Elle savait que les prêtres n'avaient pas le droit de boire de l'alcool. S'il l'obtient, il le recrachera immédiatement. La fille lui semblait plus intelligente qu'il ne le pensait. Son jeu lui semblait intriguant. Ézéchiel accepta, mais il mélangea d'abord les bonbons. Kali a commencé en premier. Elle en a mordu la moitié et a laissé l'autre moitié. Elle tendit la main et mit le bonbon dans la bouche du jeune homme. Celui-ci était sucré avec du miel. Maintenant, c'était son tour. Il a tout fait de la même manière.
Et ainsi ils jouaient, se mordant et se nourrissant à tour de rôle. Il restait un dernier bonbon, et c'était celui d'Ézéchiel. La dame a dit que cela ne valait pas la peine de vérifier. Et elle ne pouvait pas être heureuse d'avoir gagné. Comme il ne pouvait pas le manger, la fille le fit pour lui. Le gars a admis sa défaite et a accepté de l'appeler par son nom. Mais cela n'arrivera pas si facilement. Callie avait un autre souhait pour lui. Le jeune homme était très choqué. La jeune fille s'approcha de lui pour lui murmurer son désir à l'oreille. Elle voulait un baiser et le plus tôt possible. Ézéchiel rougit et resta momentanément sans voix. La fille a tout pris en main. Soudain, elle l'attrapa par le col de sa chemise et de sa robe et l'embrassa. Un baiser passionné a eu lieu. Ézéchiel a goûté du chocolat. Au lieu de cela, il ne sentait pas du tout de rhum. Son rire résonnait comme une cloche. Mais il y avait une légère ironie dans sa mélodie. Il était tellement captivé par son charme qu'il n'a pas remarqué le truc. Et quand elle le laissa la serrer dans ses bras, son cœur se figea d'un bonheur inattendu. Elle sentit de la chaleur dans ce baiser. Soudain, Callie le repoussa et le remercia. Elle a promis qu'elle n'oublierait jamais cela. Elle courait, ses longs cheveux scintillant au soleil. Au palais, les servantes informèrent la princesse du cadeau du duc. Selon l'un des assistants, il espérait qu'elle l'apprécierait. Une petite boîte contenait le destin en elle-même. Quand elle l'a ouvert, elle a été choquée. Callie a vu son avenir se refléter dans la pierre étincelante de son alliance. Un autre cadeau du duc a provoqué la colère de la princesse. L'assistante a dit que ce n'était pas autorisé, mais qu'elle ne voulait pas voir ces documents. Les servantes remarquèrent que Calliope devenait de plus en plus hystérique chaque jour. Pour les familles nobles, le mariage de convenance était monnaie courante. Elle était si jeune. Elle aimait probablement quelqu'un d'autre. Chaque jour, la fille pleurait dans sa chambre et se souvenait d'Ise. Maintenant, elle ne pouvait plus y aller. Depuis qu'elle a reçu son cadeau et qu'elle est considérée comme fiancée, on a frappé à la porte. Les assistants ont apporté une robe de mariée luxueuse du tailleur. Elle imaginait le duc lui dire comment elle devait se comporter et commencer à écarter ses bras faibles. La princesse était fatiguée de le voir et elle voulait se débarrasser de lui au plus vite. La dame a décidé de visiter le monastère et de voir Ézéchiel. On lui a dit qu'il n'était pas là. Cela n'était pas surprenant car 2 mois s'étaient écoulés. Même si elle le voyait, elle devrait continuer. Callie voulait toujours le voir. Elle entra au monastère, où elle fut accueillie par le débauché Jean. Il pensait qu'elle était perdue et voulait la guider. Il a dit qu'Ézéchiel était dans une prière spéciale. Le prêtre lui proposa de l'accompagner et elle l'attendrait là-bas. Johannes l'a emmenée dans une pièce spéciale. La fille se souvenait de cet endroit et de ceux qui lui avaient dit de ne pas s'en approcher. Callie descendit les escaliers dans un large couloir. Le prêtre la conduisit dans une pièce privée. Au milieu se trouvait une table avec des fruits et des verres. Il a dit que c'était la meilleure chambre. Il a allumé une bougie et lui a dit qu'elle pouvait prier en attendant le gars. L'odeur de la bougie de la dame était familière. Elle l'entendit dans la chambre de son père après le départ de sa maîtresse. Elle l'a éteint à cause de l'odeur dégoûtante. La salle de prière lui semblait étrange. Il y avait même un lit là-bas. C'est-à-dire que j'ai prié et j'ai pu me reposer. Un étrange monastère. 1 heure d'attente passa et Callie eut chaud. Et Ézéchiel fut absent pendant longtemps. Peut-être que le prêtre a oublié de l'appeler. Peut-être que le jeune homme a entendu qu'elle était arrivée. Et il faisait comme s'il ne savait rien ou n'avait rien entendu. La dame n'a pas pu le supporter et a décidé de le chercher elle-même au lieu de rester assise là. Elle pensait qu'elle aurait dû fouiller chaque pièce. Soudain, elle entendit un gémissement provenant d'une des pièces. Pendant un instant, la jeune fille a cru qu'ils accomplissèrent là un rituel sacrificiel. Callie se dirigea vers la porte et elle était ouverte. Elle a vu Ise ligoter avec le dos ensanglanté. Que faisait-il dans ce monastère? La fille a immédiatement commencé à sauver Ézéchiel, qui était inconscient. Elle voulait le libérer des chaînes qui l'enchaînaient au mur. Il a essayé de découvrir comment elle était entrée dans cette pièce. Mais cela n'avait pas d'importance. Elle avait besoin de s'échapper avant l'arrivée de Johannes. Callie a crié qu'elle ne pouvait pas le laisser dans cet état. Les chaînes s'ouvrirent et le jeune homme épuisé tomba dans les bras de la dame. Elle ne comprenait pas de quel genre de prière il s'agissait. Est-ce qu'un prêtre de haut rang lui a vraiment fait ça? Ézéchiel resta simplement silencieux. Mais sans paroles, elle comprit. Le gars n'arrêtait pas de dire que la dame aurait dû s'enfuir. Il a dit qu'il l'accompagnerait jusqu'à la sortie. Il n'avait pas le temps. Les pas de Johannes résonnèrent dans le couloir. Ézéchiel a réussi à attraper la dame et à se cacher sous la table. Un prêtre entra dans la pièce et fut surpris par la disparition de son frère. Il a eu le temps de se repentir. Il était désolé de ne pas avoir le temps. Ézéchiel a retenu la dame effrayée pour qu'elle ne crie pas. Il lui murmura à l'oreille de ne rien dire.
Le prêtre frappa le sol avec son fouet. Il a dit que c'est grâce au gars que la dame blonde est venue. Ce que le deuxième prince voulait obtenir. Le jeune homme comprit que Johannes voulait donner Madame Théodore à la famille royale. Il a allumé une bougie qui a provoqué une paralysie. C'est une bonne chose que la dame l'ait mis dehors. Le prêtre se dirigea vers la sortie, car il n'avait pas d'autre choix. Dans la pièce voisine, un garçon l'attendait, qu'il était censé caresser. Après son départ, Kali et le jeune homme s'enfuirent du monastère. Ils s'en allèrent loin dans le jardin. Ise jeta sa robe sur ses épaules et perdit presque le médaillon. Il s'est excusé auprès de la dame. Elle n'aurait pas dû voir ça. Kali voulait entendre la vérité. Ce qui se passait réellement et ce qui n'allait pas avec son dos. Cela lui faisait mal d'en parler. Tout cela à cause des nobles qui ont payé pour voir le sadisme. Ils ont embauché les disciples du prêtre pour leur propre plaisir. Et la personne qui a tout changé, c'était Johannes. Le jeune homme ne voulait pas dire qu'il vendait son corps, cela la tuerait. Kali était assise sous le choc, son corps tremblant à cause de ce qu'elle entendait. Elle pensait qu'un monastère devait être destiné à la prière. Tous les monastères étaient-ils vraiment comme ça? Le gars la rassura. Le prêtre s'est engagé dans cette voie parce qu'il était proche de la famille royale. C'est à cause des dons de l'aristocratie qu'il fut si débauché. La dame hurlait de façon hystérique et ne comprenait pas ce qu'il faisait dans un tel endroit. Pourquoi n'as-tu pas osé aller dans un autre monastère? Tout cela était dû à leur rencontre. S'il va chez un autre, ils ne pourront plus se voir. La dame ne s'attendait pas à entendre ça. Elle leur a suggéré de s'enfuir et de vivre ensemble. Le gars est resté silencieux à propos de sa proposition. Avec un sourire sur son visage, il a dit que c'était la réalité, pas un conte de fées. La dame était une aristocrate qui ne vivait pas autrement. Malheureusement, ils n'ont pas pu s'échapper. Il vit les larmes de la fille couler comme une rivière. Il voulait lui prendre la main, mais elle s'éloigna de lui. Pour elle, il était la personne la plus douce et pourtant la plus cruelle qu'elle connaissait. Kali a affirmé qu'elle lirait et étudierait beaucoup pour être intelligente. Et elle laissera derrière elle l'image d'une fille qui ne connaissait rien de ce monde. Et quand ils se reverront, elle ne laissera pas cela se produire. Qu'il la rejetterait à nouveau pour une telle raison. Ise tenait le médaillon dans sa main. La dame l'a arraché. Le jeune homme pensait qu'elle reprendrait le cadeau. La fille a mis son cadeau autour de son cou. Et elle a dit d'attendre, juste d'attendre. Elle a promis qu'elle reviendrait certainement le chercher. Elle est partie, a disparu dans la forêt dense. Ézéchiel resta et examina le médaillon. La voix du prêtre qui le cherchait se fit entendre. Il fut surpris par le courage du garçon à échapper au remords. Le gars a eu peur et s'est enfui. Le prêtre connaissait le coupable derrière sa fuite. Il tenait dans ses mains un ornement de Kali qui s'était envolé lors de sa fuite. Johannes l'a trouvé sous la table dans la salle de prière. Il remarqua également un médaillon sur la poitrine du garçon et que la dame venait souvent se repentir. Peut-être qu'elle venait pour le corps d'Ézéchiel. Le gars a commencé à discuter bruyamment parce qu'elle n'était pas ce genre de personne. En réponse, Johannes, furieux, a crié que le jeune homme l'avait prévenu à l'avance de l'odeur de la bougie. Comment ose-t-il interférer avec lui? Le prêtre en colère s'est montré compatissant envers Ézéchiel jusqu'au bout. Mais après ce qu'il avait fait, il ne savait pas quoi faire. Avant cela, il avait permis au garçon d'éviter les choix spéciaux parce qu'il les recevait dans la salle de prière. Et maintenant, il n'y a plus d'exception. Il ordonna de se mettre rapidement en ordre et de sortir à leur rencontre. Les invités de Marc n'étaient pas censés le voir dans cet état. Dans la cour du monastère, sous le ciel étoilé, les étudiants se sont alignés sur 2 lignes. Ils inclinèrent la tête devant l'arrivée du riche invité. La marquise de Borély est arrivée avec son fils. Elle était fatiguée de voir les mêmes visages. Le prince la calma, car ici elle soulageait la tension. Elle marchait et regardait chaque élève. Elle a éliminé les candidats un par un et s'est soudainement arrêtée à Ézéchiel. Le gars lui a fait une impression inoubliable. Cette nuit-là, la marquise le choisit pour elle. L'horreur brillait dans ses yeux. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise lorsqu'elle remarqua le symbole familier sur sa poitrine. Mon cœur s'est figé dans l'attente d'une réponse. L'affirmation du jeune homme au sujet du cadeau ne fit que provoquer un léger rire chez la marquise. Elle connaissait la vérité sur ce médaillon mieux que lui. Borély appela Johannes pour préparer le garçon qui l'intéressait. Elle avait quelque chose à vérifier. Le prêtre s'inclina et demanda à attendre. Ils étaient censés être de retour dans un instant. Il conduisit Ézéchiel à travers le parc sombre. Johannes était content de lui avoir préparé cela. Et la marquise aimait bien le gars. Le jeune homme aurait dû comprendre que le choix de Borély s'était porté sur lui. Si Ézéchiel fait du bon travail. Ainsi, le prêtre va gravir un échelon dans l'échelle de sa carrière. Mais ce n'était pas tout. Il voulait parler à nouveau de la fille qui était venue voir le jeune homme.
Quand est-elle censée revenir? Même si elle n'allait pas le faire, Johannes a demandé au gars de l'appeler. Abasourdi, Ézéchiel se demanda pourquoi cela était nécessaire. Le jeune homme ne savait-il vraiment pas de quelle famille elle était issue? Il lui suffit d'envoyer une lettre. S'il avait prononcé le nom de la fille, le prêtre aurait tout fait lui-même. Pourtant, rien ne les reliait. Et le gars ne devrait pas s'inquiéter de ce qui arrivera à la fille. Le rusé Johannes commença à donner l'exemple. Si Ézéchiel avait eu de l'eau bénite, il l'aurait partagée avec quelqu'un, même s'il savait qu'il était en phase terminale, ce qui était considéré comme plus utile pour lui. Selon Johannes, le jeune homme en avait davantage besoin. Si tout se passe bien, il sera pardonné pour tous les actes qu'il a commis ce jour-là. Le prêtre marchait devant et éclairait le chemin. Le garçon en colère l'a attrapé par la tête. Il a à peine réussi à dire son nom. Ézéchiel frappa son visage contre un arbre et l'homme s'évanouit. Le gars s'est penché sur lui et a annoncé son refus de l'offre. Il ne voulait pas agir comme un lâche. Même Kali s'est battue courageusement, n'ayant aucune idée de ce à quoi ressemblait réellement ce monde. Elle était bien meilleure que lui, qui était effrayé et doutait. Le jeune homme traîna Johannes jusqu'à un grand tas de feuilles et le cacha, seul son visage étant visible. Si la communauté religieuse n'approuvait pas, Ézéchiel s'en fichait. Vous n'avez pas besoin d'attendre l'approbation de quelqu'un pour vous sentir heureux. Le gars a décidé d'aller à Paloème. Il doit devenir chevalier et atteindre le sommet de cette pyramide religieuse. Bien qu'Ézéchiel n'avait aucun titre, son cœur était rempli d'un amour immuable, ce qui peut rendre une fille heureuse. La marquise, pleine de colère, attendait avec impatience Johannes et le garçon. Ses yeux brillaient de colère, et son cœur battait au rythme d'une panique grandissante. Cette découverte inattendue a stupéfié tout le monde. Au milieu des feuilles d'automne gisait le prêtre, battu et impuissant. En évaluant la situation, la marquise constata avec irritation que le garçon avait disparu. Elle avait beaucoup de questions auxquelles elle voulait des réponses. Avec une ironie amère, elle laissa échapper un rire court et moqueur et réalisa qu'elle devrait trouver les réponses par elle-même. Sa proie était piégée et elle voulait voir qui sortirait vainqueur de ce jeu. La marquise ne lui permettra pas de faire un seul pas hors de la capitale royale. Le gars a à peine atteint le village le plus proche. Il voulait à tout prix avoir un cheval. À la frontière du village, des gardes se tenaient à la porte. Ézéchiel a attendu dans une longue file au point de contrôle. Le gars a essayé de demander aux inconnus pourquoi ils le laissaient passer si lentement. Les gens essayaient d'entendre ce que les gardes annonçaient. Ils tenaient entre leurs mains un mandat d'arrêt et une liste de recherche d'un dangereux criminel pour avoir agressé un noble. Les recherches prenaient de l'ampleur. Quiconque voulait quitter la ville devenait suspect. Des contrôles stricts ont donc été instaurés à la frontière. Une inspection minutieuse des choses était obligatoire pour tout le monde. Chacun devait montrer tout ce qu'il avait, jusqu'à la plus petite pièce de monnaie. D'une voix tonitruante, les gardes exigeaient que chacun montre tout, jusqu'au dernier fil. La tension dans l'air était vivement ressentie. Ézéchiel a demandé au forgeron de donner une nouvelle vie au vieux médaillon, en le transformant en 2 alliances en or. L'homme réfléchit un instant, examinant le médaillon en or. Le jeune homme s'en rendit compte et dit de prendre le reste de l'or. Cela a plu à l'homme. Les chevaliers royaux ont retrouvé le fugitif. Ils ont essayé de le rattraper. Ils savaient qu'il y avait une falaise devant eux et qu'ils seraient attrapés. Mais Ézéchiel n'hésita pas et sauta dans l'abîme. Les chevaliers ont été choqués par ce fou. Il était impossible de rester en vie après un tel saut. Ils ont eu la difficile tâche d'annoncer la terrible nouvelle à Borély, que le jeune homme n'a pas pu le supporter et s'est jeté dans l'abîme. Ézéchiel a eu la chance de survivre en s'accrochant à un rocher. Il a réussi à se rendre à Paloème. Le jeune homme a rencontré le chevalier et a essayé de rejoindre son escouade. Le cardinal était contre. Le gars a demandé à plusieurs reprises à être inclus dans leur équipe. N'ayant ni famille ni référence, il n'avait rien de tout cela. Il s'est avéré qu'il avait simplement confiance en sa force et ses capacités. L'un des chevaliers remarqua à quel point il était courageux et lui donna une épée. Ézéchiel n'a pas abandonné et a prouvé ses capacités au cardinal. Il est digne du titre de noble chevalier. C'est ce jour-là qu'il partit à la recherche de son objectif. Son assistant rencontra un obstacle inattendu. Les portes du royaume d'Apelsiade étaient fermées. La marquise Borély a annoncé de strictes restrictions de déplacement. Elle a transformé son pays en une forteresse, coupée du monde extérieur. Il y avait des rumeurs selon lesquelles elle cherchait constamment quelqu'un. Il semble qu'ils auraient dû attendre que la surveillance s'atténue. Il sentit son âme se déchirer. Il voulait tout laisser derrière lui, mais il ne pouvait pas accepter l'idée de dire au revoir pour toujours. Kali revint au monastère. Elle apprit par Johannes que le jeune homme avait quitté le monastère pour une noble dame.
Le prêtre a vu le choc de la jeune fille et, sans un pincement au cœur, a menti. Le jeune homme fut séduit par la richesse de la vieille dame et devint son amant. C'était difficile à croire, mais sa sphère d'intérêt englobait les femmes de tous âges. Des filles nobles aux dames nobles. Il semble que la pauvre jeune femme était l'une d'entre elles. Le prêtre a essayé d'éradiquer sa dépendance avec une prière spéciale. Lié par les chaînes des passions, il n'a jamais pu se purifier de la tâche du péché. Aussi triste que cela puisse paraître, la débauche brûlait son âme. La fille bouillonnait de colère. Comment a-t-il pu dire de telles choses et mentir à Ézéchiel? C'était stupide de demander à un tel scélérat. Peu importe à qui elle le demandait, tout le monde disait la même chose. Toutes les discussions portaient sur la noble dame et les tentations de la richesse. Elle n'arrivait pas à croire à leur conversation. Il s'agissait de personnes sur lesquelles Johannes n'avait aucune influence. Tout le monde dit qu'il a vendu son corps. Son cœur était brisé par la douleur et la trahison. Avait-elle vraiment tort à propos de la personne en qui elle avait confiance? Maintenant, elle ne savait plus à qui elle pouvait faire confiance. De retour au palais, la princesse trouva sa mère inconsciente sur le sol froid. Cet événement inattendu l'a déstabilisée. Les reproches de Borella concernant le report du mariage étaient la dernière chose à laquelle elle voulait penser à ce moment-là. Cependant, maintenant qu'elle réalisait la gravité de la situation, elle ressentait des remords pour son imprudence. Les servantes ne comprenaient pas la souffrance de la princesse et répandaient des rumeurs sur sa folie. Calliope renonça au monde, plongée dans l'abîme de son chagrin. Et elle a presque tué le duc qui était venu lui rendre visite. Le contrat de mariage a été rompu. Il ne pouvait pas vivre avec une femme folle. La fille a dû perdre la tête après tout, et ils ont décidé de la laisser seule dans l'une des tours. Les servantes se relayaient pour lui apporter de la nourriture. La femme demanda prudemment à la princesse de manger au moins un peu. Ce soir-là, la fille était assise tranquillement. L'assistante qui la surveillait ne pouvait pas prédire quand la maladie allait réapparaître. C'était un ordre de la cruelle marquise. Alors que la servante s'approchait de la sortie, la princesse parla. Elle savait pourquoi elle était venue. Elle espérait probablement une récompense de Borély. La femme a essayé de tout nier. Mais Calliope, déçue, savait que toutes les servantes étaient des marionnettes de la marquise. Pour cette femme impitoyable, il était normal que ses subordonnés souffrent à cause d'elle. La femme de chambre n'a toujours pas reçu de récompense de la part de Borély pour sa surveillance. La princesse lui proposa de la servir et elle lui en serait généreusement reconnaissante. L'assistant était effrayé et ne savait pas quoi dire. La princesse voulait probablement demander que quelque chose soit fait. La jeune fille lui donna une lettre et lui ordonna de l'envoyer à la marquise Farnèse, puis de lui apporter la réponse. Calliope promit à la servante une perle de son trésor pour chaque réponse. Ce sphère brillante, brillant dans le noir, était une tentation pour elle. Lorsque l'assistante les vendra une par une, elle ne sera pas soupçonnée de volume. Cet argent lui suffira pour vivre dans l'abondance. Si elle refuse, la princesse trouvera une autre personne qui lui sera fidèle. La femme de chambre accepta et l'affaire fut conclue. Le temps passa et la princesse fut envoyée dans la zone frontalière. C'était un endroit terrible, souvent attaqué par des envahisseurs. C'était une décision cruelle et sans cœur. Envoyer un malade dans un tel enfer. On disait que la marquise approuvait la décision de Farnèse. Tous les courtisans ne pouvaient pas le croire. Comment une si jeune femme pourrait-elle accomplir des devoirs royaux? Selon Calliope, il dépassait tous les bornes. Le gouvernement lui offrira des opportunités illimitées et lui permettra de réaliser n'importe quel projet. Elle était prête à plonger dans un tourbillon de douleur juste pour oublier le tourment insupportable qui lui déchirait le cœur. Une fois la conquête achevée, Dame Calliope put enfin retourner sur son sol natal. Elle a félicité tout le monde pour la victoire. Son assistante accompagnait toujours la dame. Il remarqua que Calliope s'était réveillée tôt et voulait savoir ce qu'elle avait en tête. Même dans les moments de triomphe, quand le pouvoir était entre ses mains. La dame ne savait pas quoi faire en premier. Son regard tomba sur les chevaliers qui transportaient les blessés hors du palais. Il s'agissait de combattants du célèbre détachement Paloème. Ils sont apparus partout et ont aidé les victimes. L'un d'eux n'espérait pas que quelqu'un parmi les corps soit resté en vie. Lorsque la dame entendit cette voix, elle se transforma en un tourbillon de puissance destructrice. Tout ce qu'elle touchait se brisait en morceaux. Elle ordonna à Raphaël de se renseigner sur toutes les blondes du détachement de chevaliers de l'État de Paloème. Elle m'a demandé de ne pas lui poser de questions, mais d'obéir. La décision mûrit dans son âme comme un fruit mûr. La reine savait que la première chose qu'elle devait faire était... Pendant l'absence de la reine, le mari prenait en charge les affaires quotidiennes de l'État avec toute la responsabilité. Il tenait de fréquentes réunions avec l'aristocratie.
Il a également essayé d'améliorer les relations entre la famille royale et la haute société. Tout le monde ne pensait pas qu'il s'en sortait. Le chevalier commandant Qinmen a exprimé sa sincère gratitude. Que Sa Majesté a assumé la lourde charge de négocier avec ces imbéciles. Les cœurs des chevaliers de Peguin étaient remplis d'indignation, parce que leur roi inclinait la tête devant des adversaires aussi indignes. Un jour, un cardinal est venu voir Ézéchiel. Il a dit qu'il donnerait toujours un coup de main s'il voulait revenir. C'était semblable à une situation où les parents repoussèrent leur enfant. Puis, ils réalisent soudain la profondeur de leur erreur. C'était tellement inattendu qu'Ézéchiel s'est simplement figé. Il ne pouvait pas prononcer un seul mot. Les chevaliers de Peguin, contrairement aux autres, avaient une foi inébranlable, que l'Église catholique ne les laissera pas dans le pétrin. Ézéchiel a insisté pour qu'ils ne se forcent pas à être là où ils n'aimaient pas. Ils pourraient retourner à Paloème. Les chevaliers ne voulaient revenir qu'avec leur commandant à leur tête. Ézéchiel a décidé de quitter le monachisme à cause du mariage. Ils étaient outrés. Le fait qu'ils soient ensemble ne pouvait pas être qualifié de mariage, que personne ne reconnaissait de toute façon. Chacun des chevaliers connaissait le désir indescriptible de leur commandant pour sa bien-aimée, qu'ils ne pouvaient oublier. Le jeune homme cherchait en secret, ne voulant pas provoquer de ragots inutiles. Ézéchiel leur révéla son secret, la fille qu'il recherchait depuis 10 ans et qui était la reine du pays. Les chevaliers furent choqués par la nouvelle. Ils la rencontrée au monastère d'Esselhart. Une dame portant un nom différent. Le jeune homme n'avait aucune idée qu'elle était de la famille royale. La recherche était donc vouée à l'échec. Raphaël entendit tout derrière la porte et fit soudainement irruption dans la pièce. Il était furieux d'être le scélérat qui avait séduit Sa Majesté et s'était enfui si mesquinement. Sa Majesté, avec un regard d'acier, a confirmé toutes les accusations. Il comprit que toute concession ne ferait qu'attiser la colère du marquis. Raphaël ne le croyait pas. Ézéchiel n'avait aucune preuve. Un médaillon que la mère de Sa Majesté lui a offert en souvenir. Ce médaillon ressemble à une étoile dans le ciel nocturne. Ézéchiel ne savait pas qu'il appartenait à Sa Majesté la défunte reine. Le garçon voulait s'excuser auprès de la reine, car en raison de circonstances imprévues, il a dû le fondre pour en faire des alliances qu'il avait toujours avec lui. C'était la même alliance que le marquis avait trouvée. C'est pourquoi Sa Majesté n'a pas voulu s'occuper du passé. Mais Raphaël était hanté par une question. Pourquoi l'a-t-il quitté? La pauvre dame a traversé tant d'épreuves. Ézéchiel ne peut plus trouver d'excuses pour ce qui s'est passé. Il doit rester du côté de la reine, peu importe ce que cela lui coûte. Le roi leur ordonna de partir. Il s'approcha de Raphaël et lui murmura à l'oreille la question dont la réponse l'inquiétait le plus. Si seulement il avait passé la nuit avec la marquise et était resté avec Sa Majesté, aurait-elle pu obtenir beaucoup plus que ce qu'elle a maintenant? Après avoir pesé le pour et le contre, le marquis accepta de garder cette information secrète. Il a donné au roi le droit d'être le premier à informer la reine à son sujet le plus tôt possible. Le sujet qu'il voulait aborder était tellement délicat. Ézéchiel redoutait même l'idée de le soulever. Il ne voulait pas blesser les sentiments de la reine. La patience de Raphaël était à ses limites. Il ne pouvait plus assister aux hésitations du roi. Si l'esprit n'était pas suffisant, laissons le corps l'utiliser, car il n'y avait pas assez de temps. Soudain, les assistants frappèrent à la porte et annoncèrent l'arrivée de la reine. Elle devait bientôt arriver au palais principal. Calliope, l'incarnation du pouvoir impitoyable, se tenait sur le seuil. Stricte et inébranlable, la reine établit l'ordre dans le palais par ses ordres. Lorsque l'homme prononça le nom de Kali, elle sentit comme si quelqu'un avait pénétré les profondeurs de son âme. Avec le regard perçant d'un prédateur, elle s'avança à sa rencontre. Il pleuvait dehors par la fenêtre. Après un long voyage, Calliope a fini de prendre un bain. Elle ne s'attendait pas à voir un homme aux yeux bandés dans la pièce. Ayant compris les désirs de la reine, Ézéchiel se sentit l'otage de ses désirs. Comme enchaîné à une chaise par les chaînes imaginaires de leur dernière nuit. Le vin avait effacé de sa mémoire tous les événements de la nuit précédente. Il ne restait qu'un résidu amer de honte et une ferme résolution de ne plus jamais céder à la tentation. La femme a enlevé le bandage et a suggéré que nous parlions d'abord. Ils s'assirent l'un en face de l'autre. Il y avait de la tension entre eux. Ces paroles étaient pleines de remords de ne pas avoir pu être là. Un jour important où elle partait en voyage. Admettant sa hâte, Calliope sentit son cœur se serrer de remords. Elle n'a pas remarqué son état après la nuit qu'ils ont passée ensemble. Ézéchiel a essayé de la calmer et lui a assuré que tout allait bien pour lui. En même temps, il s'enquit sincèrement et avec inquiétude de son bien-être. En entendant parler de son bon état, il poussa un soupir de soulagement. Cependant, il était tourmenté par la question de savoir s'il avait été trop dur dans ses actions. Calliope n'était pas surprise car elle était habituée à le voir indécis et peu sûr de lui.
et il était à peine capable de telles actions. Il resta figé un instant comme frappé par la foudre. Cependant, rassemblant ses pensées, il sourit. Je me suis rassurée en me disant que j'avais tout fait correctement. Les yeux de la reine étaient pleins de méfiance. Elle ne le quittait pas des yeux. Elle sentait que derrière son calme extérieur se cachait un secret. Après ce qui s'est passé, comment pouvait-il lui sourire si cyniquement au visage, bien qu'il fût encore une figure spirituelle? Alors que sa soumission s'enracinait dans son corps, il accepta humblement son sort. Je l'ai pris comme une punition divine. Ses lèvres s'étirèrent en un sourire, mais un désir sans limite était visible dans ses yeux. Derrière la façade du calme se cachait une âme brisée qui aspirait à l'oubli. Sa majesté était perdue dans ses pensées tout le long du chemin. Son cœur était déchiré en morceaux. Peut-être qu'il est temps de le laisser partir. Elle appréciait sa douleur comme elle appréciait autrefois le vin doux. Calliope savait qu'elle le détruisait, mais elle ne pouvait pas s'arrêter. La reine se demandait pourquoi elle ne pouvait pas simplement briser son cœur en petits morceaux et les disperser au vent. Soudain, ses pensées furent interrompues par sa voix, la sortant de son état pensif. Elle se souvint de la boîte qu'elle tenait. Son cœur se figea d'anticipation. Ses yeux brillèrent d'amour lorsqu'il vit la boîte. C'était peut-être la bague de fiançailles qu'il rêvait de recevoir. Son déni, prononcé d'un ton froid, le transperça de part en part. Elle a proposé un pari et a ouvert une boîte de bonbons. Il hésita, essayant de déchiffrer le mystère de son regard. La reine le regardait, pleine d'espoir qu'il se souvenait des règles. Le souvenir de la défaite passée brûlait dans ses yeux. Il était désormais déterminé à se venger et insista donc pour faire le premier pas. Ézéchiel prit une bouchée du bonbon, et ses yeux s'agrandirent, comme s'il reflétait la lumière de l'émerveillement intérieur. Son rire résonna comme une cloche, comme la dernière fois. L'homme était confus, incapable de comprendre comment il s'était retrouvé à nouveau dans le rôle du perdant. D'un mouvement rapide, Calliope lui arracha le bonbon des mains. Elle mordit avec plaisir, sentant le goût piquant du rhum. Son ton sarcastique était plus tranchant qu'une lame. La question de la défaite sonnait comme une phrase, mais Ézéchiel tendit la main vers le bonbon suivant. Il sentit à nouveau le goût amer et fort du rhum. Attristé, Ézéchiel se rendit compte que cette fois-ci, la reine avait apporté tous les bonbons avec une seule garniture. La reine était une vraie chasseuse, et il était sa proie. Cette fois, elle a si mal tendu le piège qu'elle n'a pas pu y échapper. Sa Majesté ne s'attendait pas à ce qu'il soit capable de la déjouer si facilement. À en juger par son désir de gagner, il voulait obtenir quelque chose de la reine. Un désir irrésistible de résoudre son mystère brûlait dans son cœur. Peut-être qu'il voulait juste un baiser. Ou peut-être voulait-il se débarrasser de l'alliance qui était devenue un symbole de leur relation. A-t-il vraiment rêvé d'une libération complète de leur lien? C'était sa seule chance de se libérer. Et il ne pouvait s'empêcher d'en profiter. Et s'il pense que Sa Majesté a tendu un piège ou a menti? Elle a regardé avec joie les circonstances tourner en sa faveur. Son refus serait l'excuse parfaite pour qu'elle prenne de nouvelles mesures. Ézéchiel rejeta avec assurance toutes les suppositions de la reine. Son désir la submergera certainement. Il voulait juste serrer Callie fort dans ses bras. Elle ne s'attendait certainement pas à une confession aussi choquante. Mais pourquoi en avait-il besoin? Essaya de découvrir la femme. Dans le contact de sa main, il n'y avait pas seulement de la tendresse, mais aussi de la passion qui brûlait dans son cœur. Il était seul sans elle depuis si longtemps. L'homme voulait bien plus que simplement la toucher. Elle se figea, comme envoûtée, les yeux remplis d'étonnement. Elle s'enfonça dans sa forte étreinte. Dans un tourbillon de passion, leurs corps s'entrelacent en un seul tout, et leurs âmes se dissolvent dans le mystère de la nuit pluvieuse. Un beau jour ensoleillé, une joyeuse nouvelle fut entendue au palais. Le médecin a annoncé la grossesse précoce de Sa Majesté. Elle a été stupéfaite lorsque le médecin a commencé à parler du régime alimentaire d'une future maman. Cette nouvelle semble la prendre au dépourvu. Calliope comprit enfin pourquoi elle se sentait si fatiguée. Elle a maintenant dû abandonner de nombreuses mauvaises habitudes pour le bien d'une petite vie. La réalisation de sa future maternité a été le début d'une nouvelle étape pour elle. À partir de ce moment-là, elle a promis de ne plus boire d'alcool. Le médecin a placé la responsabilité de la sécurité de la future mère sur les épaules de son mari et de son assistant. Il les a exhortés à se joindre au processus de soins. Raphaël a félicité Sa Majesté pour cet heureux événement. Il commença à donner des instructions à Ézéchiel sur la manière dont il devait prendre soin de sa famille et protéger la reine. La femme ne put plus supporter les sermons inutiles du marquis et lui ordonna de partir immédiatement. Lui et le docteur quittèrent la pièce comme s'ils avaient été ébouillantés. Son regard était froid et perçant, comme la lame d'une épée qui le transperçait de part en part.
La peur s'empare de tout son corps. Le visage pâle d'Ézéchiel exprimait les pensées selon lesquelles l'homme se trouvait dans une situation difficile. Et il semble qu'il ait regretté son choix. Le destin était décidé. Une nouvelle vie avait déjà pris racine dans son ventre. Et peu importe à quel point il le voulait, il ne pouvait pas changer ce fait. Soudain, Ézéchiel tomba à genoux et commença à serrer Calliope dans ses bras. Il l'embrassa doucement sur le ventre, montrant ainsi sa joie. La femme était surprise. Sa Majesté avait déjà commencé à manifester son inquiétude et était prête à exaucer ses premiers souhaits. Pour lui, leur paix et leur santé étaient la priorité principale. Avec une confiance calme dans la voix, elle lui assura que tout irait bien. Leur enfant naîtra aussi fort et en bonne santé qu'eux. En signe de gratitude pour le don de la maternité, Kali était prête à exaucer tous ses souhaits. Mais il a juste souri et refusé. Ézéchiel voulait vraiment aller ensemble dans un endroit spécial. La reine a pensé un instant qu'il parlait de vacances dans un autre pays avec un climat différent. Avec une certaine appréhension dans la voix, il décrivit le coin douillet. L'homme n'avait aucune idée que Calliope, choquée, avait déjà évoqué ses secrets. La famille royale est déjà arrivée sur les lieux. Ézéchiel sonna, mais il n'y avait personne au poste de garde. Il pensait que le majordome avait fait une pause. Avec un sarcasme amer dans la voix, elle annonça la corruption du majordome. Il fut donc envoyé se reposer loin de chez lui. L'homme était tellement aveuglé par l'amour qu'il n'a rien remarqué de suspect. Il valait mieux pour eux être seuls dans un bel endroit. Ils traversèrent un jardin lumineux. Ézéchiel dit que leur voyage continuerait sans l'escorte des chevaliers, et lui et la reine chercheront la paix ailleurs. La surprise apparut sur son visage quant à la raison pour laquelle Kali ne demandait rien. Avec tristesse dans la voix, elle a dit qu'elle se renseignerait encore sur la destination. Ils arrivèrent enfin, mais la reine était trop anxieuse. Ézéchiel vit la porte ouverte et décida d'explorer la zone par lui-même. Calliope pouvait à peine contenir sa colère. Elle ne pouvait pas imaginer comment il pourrait l'amener dans la maison qu'il avait préparée pour une autre femme. Un sentiment de ressentiment amer s'empare d'elle. Pensait-il vraiment que Sa Majesté était si naïve que tout cela était pour son propre bien? Lorsque l'homme a ouvert la porte, il a vu une image de dévastation qui l'a profondément choqué. Il était choqué, incapable de prononcer un mot. Ézéchiel regarda d'une pièce à l'autre, le cœur serré d'anxiété. Il ne trouva pas son alliance sur l'une des tables de nuit, ce qui l'alarmait encore plus. Il pensait qu'un criminel était entré par effraction dans la maison. Cette personne avait tellement de haine qu'elle a décidé de le détruire complètement. Son cœur se brisait de douleur. Tout ce qu'il avait travaillé si dur à créer a été détruit. Il était transformé en un tas d'ordures. La tension montait entre eux. Calliope regardait son mari en silence, le visage plein de mécontentement. Ézéchiel, les larmes aux yeux, demanda pardon. Il ne voulait pas offenser Sa Majesté avec un tel spectacle. Après tout, il n'avait aucune idée de ce qui s'était passé dans la maison. Elle regarda son mari avec mépris. Est-il vraiment si faible que tout le bouleverse à ce point? La reine s'approcha de lui et essaya de le ramener à la raison. Elle était prête à construire une maison bien meilleure et plus grande que celle qu'il avait. Avec enthousiasme dans la voix, la femme parlait d'un palais luxueux où chaque recoin serait parfait. Elle lui a demandé ce qu'il en pensait. Ézéchiel fut choqué par ces paroles. Ne comprenait-elle pas que pour lui cette maison n'était pas seulement un bâtiment, mais une partie de son âme? Calliope ne pouvait contenir son irritation. Cette maison était-elle vraiment si importante et spéciale pour lui qu'il souffrait autant? Le mari comprenait sa colère. Il ne voulait pas montrer la maison sous un mauvais jour. Mais elle n'aurait pas dû dire ça, c'était désagréable pour lui de l'entendre. Cette maison n'était pas seulement un bâtiment pour lui, mais l'incarnation de son âme et de son cœur, de ses souvenirs, de sa vie. Calliope se mit à rire cyniquement. Elle avait une histoire pour lui qui ne l'enthousiasmerait pas. C'est elle qui a brisé et écrasé son cœur. La surprise et l'horreur s'emparèrent de son corps. Il n'aurait jamais pensé que Sa Majesté pouvait être aussi cruelle. Elle a avoué l'enquête secrète et elle n'a pas aimé ce qu'elle a découvert. Alors la femme, en colère, détruisit tout de ses propres mains. La surprise et l'incompréhension le tenaient. Il ne pouvait pas comprendre ce qui l'a poussé à faire ça, à lui causer autant de douleur. Chaque recoin de cette maison l'irritait, et la simple pensée qu'il l'encombre de déchets la rendait furieuse. Elle a forcé un homme qui ne l'aimait pas à l'épouser, mais il prétendait habilement qu'il avait des sentiments pour elle. Les actions de Kali étaient dictées par un désir incontrôlable de vengeance. Elle savait que c'était mal, dégoûtant et pathétique, mais elle ne pouvait pas s'arrêter. Cependant, elle décide de ne pas cacher la vérité pour ne pas laisser Ézéchiel seul avec ses suppositions. Incapable de le supporter, Calliope éclata en cris. Sa voix tremblait de rage et de douleur.
Elle l'avait fait parce que Les mots restèrent coincés dans sa gorge. Ézéchiel ne la laissa pas finir. Il a toujours cru qu'elle ressentait quelque chose pour lui. Sa voix résonnait d'espoir et de supplication. Avait-il vraiment tort? Si Calliope l'aimait vraiment, qu'est-ce qui lui a fait dire de telles paroles? Pourquoi la femme a-t-elle causé de la douleur? Ézéchiel savait qu'elle n'était pas comme ça. La reine resta immobile. Je n'ai pas pu prononcer un mot de CE que j'ai entendu. L'homme a ajouté qu'il avait lui-même décoré la maison en pensant à elle. Chaque détail, la plus petite chose, il l'a choisi personnellement, avec beaucoup d'inquiétude et de joie. Il a investi non seulement de l'argent, mais aussi son âme dans cette maison. Peut-être qu'Ézéchiel s'est trompé à son sujet. Sa haine était-elle si forte qu'elle était prête à détruire tout ce qui lui était cher? Dans la société, l'homme était connu comme un représentant de la famille Henri. Il savait à quel point Sa Majesté le détestait, alors ses sentiments l'irritaient. Il ne pouvait pas accepter l'action de Calliope. Peut-être avait-elle de bonnes raisons et Sa Majesté était-elle disposée à écouter ses explications. Le silence de la reine lui était insupportable. Il était prêt à croire n'importe quoi, même s'il n'y avait qu'une bataille dans la maison, juste pour la comprendre. Dans un accès d'hystérie, Ézéchiel la supplia de dire au moins un mot. Même si elle regrette ce qu'elle a fait, il croira tout ce qu'elle dit. Calliope essaya de calmer Sa Majesté. Quand elle vit l'indifférence dans ses yeux, elle trouva le courage d'avouer la bataille. Calliope était envahie par le désespoir. Je pensais qu'il avait acheté toutes ces choses non pas pour elle, mais pour une autre femme qu'il rêvait d'épouser. Son cœur se serra de douleur et de jalousie. Sa surprise était sans limite. Pensait-elle vraiment qu'il était assez naïf pour croire ses mensonges? Mais elle a vu l'alliance qui était dans la maison. Il chérissait tellement cette bague de fiançailles que la reine ne l'avait jamais vue auparavant. Mais sans regret, il jeta le médaillon qu'elle lui avait autrefois offert. Il a dû le faire fondre pour en faire une alliance. Calliope ne croyait pas à sa sincérité. Mais tout s'est avéré vrai. Elle a vu qu'il l'aimait vraiment. Les paroles d'Ézéchiel la stupéfièrent. Elle s'agenouilla, réalisant la profondeur de ses sentiments et son erreur. Tous les malentendus entre eux ont disparu. Du plus profond de son âme, Callie demanda pardon, ses yeux remplis de larmes et de remords. Elle cherchait à expier sa culpabilité, à prouver sa sincérité et son dévouement. Ézéchiel serra la femme dans ses bras, sentant son corps trembler. Il lui vint soudain à l'esprit qu'il était lui-même la cause de sa souffrance. C'est lui qui a commis l'erreur. La reine se demandait s'il lui en voulait. Même si elle le détestait, elle voulait qu'il soit là. Alors elle l'a forcé à l'épouser. Sa Majesté a admis avoir consenti au mariage en toute connaissance de cause. Après tout, être son mari et la tenir dans ses bras était son désir le plus cher et le plus ancien. Il était prêt à tout pour elle. Son cœur et son corps lui appartenaient sans laisser de traces. Par conséquent, Calliope ne l'a jamais forcé à faire quoi que ce soit contre sa volonté. Ise dit doucement qu'il était le mari de la reine, et le cœur de la femme fondit. Son regard surpris était un signal pour lui, et il l'embrassa doucement. L'homme lui a sincèrement avoué son amour sans limite pour elle. Et instantanément, la maison fut remplie de chaleur et de romantisme, et leurs sentiments s'enflammèrent avec une force nouvelle. 2 ans ont passé. La voix sonore de la petite princesse résonna dans tout le palais. Ses yeux bleus brillaient de bonheur, et ses cheveux dorés scintillaient comme le soleil. Sa Majesté passait la plupart de son temps avec la petite Charlotte. Leur jeu était plein de rires et de joie, et leur lien était fort et tendre. Les assistants se murmuraient entre eux qu'un brillant avenir l'attendait en tant qu'escrimeuse. L'épée d'héritage familial Exasium a été créée pour elle, ce qui était prévisible. Après tout, le sang de Sa Majesté coulait en elle, qui était un chevalier exceptionnel qui a pacifié tout le continent. On ne pouvait écarter l'idée d'hériter des gènes de son Altesse. Il était également un chevalier courageux et célèbre. Désespérée et en larmes, la princesse cria qu'elle voulait voir sa mère. Ézéchiel apaisa doucement l'enfant, lui expliquant que sa mère ne reviendrait que le soir. Il serra doucement sa fille contre lui, sentant sa chaleur. Il était heureux de passer du temps avec elle, et elle se sentait heureuse et protégée avec lui. La tour ouest, qui a été le témoin de nombreux événements, est désormais fermée pour toujours. 2 corps y ont trouvé leur repos éternel. L'évêque Johannes, dont le corps était couvert de blessures comme un champ de bataille. Il fut envoyé au monastère d'Ezelhart pour y être soigné, dans l'espoir d'y trouver la guérison. Son Altesse a assuré qu'il rendrait régulièrement compte de tous les événements qui se sont déroulés. Cela s'appliquait également à la princesse Ramine, qui fut également envoyée dans un monastère. Les assistants ont annoncé qu'il était temps d'aller prendre le thé. Préoccupé, Ézéchiel ne remarqua pas à quelle vitesse le temps passait.
Le père a décidé d'emmener la princesse avec lui, afin qu'elle puisse montrer aux aristocrates sa persévérance et sa force de caractère. Les invités ne pouvaient pas quitter des yeux la famille royale. Ils examinèrent attentivement le visage de la princesse, comparant ses traits à ceux de son père. Charlotte ressemblait tellement à son père que c'était comme si lui-même se reflétait en elle. C'est pourquoi elle était si douce, fragile et majestueuse. Dans les conversations sociales, la seule chose dont on parlait était les enfants. Les dames nobles ont laissé entendre que la famille royale devrait envisager d'y ajouter des éléments. Avec sa visite, la reine stricte a décidé d'honorer les aristocrates. Son apparition fut un véritable événement pour tous ceux qui étaient présents. La fille rayonnait de bonheur lorsqu'elle vit sa mère. Calliope était également remplie de joie de l'accueil chaleureux réservé à son enfant. La reine regarda l'homme avec du feu dans les yeux. Son attention fut attirée par son Altesse, qui décida également de se joindre au goûter. Son regard était si éloquent que l'homme le sentit sur lui-même. Il comprit son soupçon de solitude. Dans le jardin, dans l'un des belvédères, le couple s'est fondu dans une étreinte passionnée. La reine avait besoin de l'attention de son mari, qui était occupé à élever leur enfant. Son Altesse a remarqué qu'une femme était constamment à proximité lors de ces réunions importantes. Calliope se mit simplement à rire, parce que c'était une coïncidence. Elle sentait qu'il était de son devoir de donner à Charlotte un petit frère ou une petite sœur, pour que leur famille soit complète. Son Altesse ne se sentait-elle pas vide sans sa présence? Son attention constante? L'homme perdait déjà la tête quand la femme n'était pas là. Il s'abandonnait à l'amour, comme dans un rêve, et ne voulait pas se réveiller de ce moment magique. Pour eux, le temps s'est arrêté, laissant tous les soucis derrière eux.